Hello, ravi de vous accueillir dans Échappée verte. Je suis Marc Albi, 20 ans, toutes mes dents, et après avoir suivi une orientation par défaut, j'ai décidé de stopper mes études pour trouver ma voie entrepreneuriale. Un lundi sur deux, je vous emmène dans l'univers d'un entrepreneur, mais pas n'importe lequel. Celui-ci change le monde, à sa manière, à son échelle et selon ses aspirations. Je vous partage donc les coulisses de ces personnalités, leur parcours, leur levier d'action et leur harmonie personnelle. Finalement, le nécessaire pour vous inspirer à être entreprenant qui que vous soyez. Trêve de blabla, je vous laisse découvrir cet épisode en vous souhaitant une agréable écoute. Bonjour Romain, bienvenue dans Échappée verte. Est-ce que tu vas bien ? Salut Marc, ça va très bien et toi ? Impeccable, merci. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter, donc toi ainsi que de Trizy et Mister Bot, tu pourras nous le raconter. Vas-y, je t'en prie. Ok, du coup, je vais commencer un peu par mon parcours. Donc ça a commencé par des études dans l'informatique. À la base, on peut le dire, je suis un petit peu un geek. Ouais. J'ai fait un DUT informatique après mon bac S et après ce DUT, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Ok, et tu as quel âge, rappelle-moi ? J'ai 28 ans. Ok. Et donc, ouais, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, en alternance d'ailleurs. Tu permets de mettre direct les mains. Je crois que tu mentionnes très bien major dans la pro. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc tu étais un geek vraiment poussé. Ouais. Une fois que j'ai trouvé ma voie, je savais que je voulais bosser dans le digital, le numérique, ça me plaisait vraiment. Okay. Tous ces sujets un peu innovants. Et j'avais toujours une petite idée derrière la tête d'un jour créer mon entreprise. Ok, mais ça c'est né, on pourra y revenir, mais comment t'es venu le fait de te dire j'ai envie de créer mon truc ? C'est par l'informatique, parce que c'est vrai que l'informatique c'est peut-être stimulant de... Franchement, même pas par ça. Même pas tes parents, non, pas du tout. Je connaissais aucun entrepreneur personnellement, rien, mais je sais pas, c'est un truc qui m'inspire. En fait, quand je me demandais ce que je voulais faire comme métier plus tard, j'avais du mal à répondre à cette question et quand même je voulais me projeter en me disant ok, admettons je peux aller dans n'importe quelle boîte, avoir n'importe quel poste. Je savais même pas, tu vois, ce qui me faisait rêver, là où je voulais aller. Okay. À chaque fois, je dis ça peut être cool. Et puis je me disais mais en même temps, si tu fais ça, c'est un peu frustrant parce que t'as pas la vision globale du truc, tu maîtrises pas ça. Et puis du coup, si tu fais ça, pareil. Et à chaque fois, je remontais d'un cran pour dire finalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment avoir la vision globale d'un projet, pouvoir emmener une équipe, pouvoir, tu vois... Donc être autonome sur ce que tu fais. Ouais, exactement. Et finalement, je me suis dit, en fait, c'est être entrepreneur, en fait, tu vois, ce truc. Et c'est de là, je me suis dit, c'est vraiment ça qui m'anime. Ce côté peut-être aussi un peu prise de risque, ce côté aller vers l'inconnu, tu vois, et puis construire le truc, quoi, en fait. Du coup, c'était un truc qui me trottait dans la tête, mais clairement... pas d'idée, pas d'équipe, pas d'argent, rien, tu vois. Donc une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingé, tu te dis ok, soit qu'est-ce que je fais maintenant ? Et créer une boîte, c'est pas la finalité non plus si t'as pas tous les ingrédients et que tu sais que tu vas dans le mur. Et justement, je me suis dit ok, donc j'ai ce background tech qui est avec moi, c'est cool. Mais peut-être qu'il me manque l'aspect plus business, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'EM Lyon et j'ai fait un Master Spé en management de la technologie et de l'innovation. Donc pendant un an, école de commerce cette fois, pour un peu parler les deux langues. Parce que j'ai pu remarquer dans mes premières expériences que souvent en entreprise, tu avais quand même un peu deux clans, quoi. Tu avais la R&D ou la DSI, plus la tech. Puis le marketing, le business, le commerce, et ça se parle pas toujours très bien, ça se comprend pas toujours très bien, ils ont tous leurs propres enjeux. Et je voulais pas avoir cette étiquette, de me ranger déjà dans une case, tu vois. Donc j'ai dit je vais essayer de parler les deux langues et pouvoir avoir cette double casquette. Donc j'ai rejoint l'EM Lyon. En plus, il y a une école, l'EM, qui est vraiment orienté pas mal sur l'entrepreneuriat, donc tu vois, ça me correspondait pas mal par rapport à mon projet, et le Master Spé en général que j'ai fait également. Donc c'était, par rapport à ton idée qui trottait, ou tu avais déjà quand même un semblant d'idée ? Rien du tout. C'était juste, tu avais envie d'entreprendre. Je me suis toujours dit, peut-être, un jour j'aimerais bien le faire, mais j'avais rien de plus que ça, et j'étais pas non plus, tu vois, à tête brûlée à me dire
à tout prix, je veux déposer des statuts pour dire j'ai monté une boîte, mais peu importe si je fais rien, j'ai monté une boîte, tu vois. C'était pas ça. Je voulais avoir une idée, un projet, un truc sur lequel pouvoir m'investir, un truc concret, exactement. Et si je l'ai pas, je vais pas monter une boîte pour dire j'ai monté une boîte. C'est pas la finalité du truc. Et donc, du coup, une fois diplômé de l'EM, toujours pas beaucoup plus d'argent, pas beaucoup plus d'idées, pas forcément d'équipe non plus, mais en tout cas quand même un bagage supplémentaire, un réseau quand même en plus, des compétences en plus, donc ça avance, tu vois. Et donc là vient le moment de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et donc la voix de la raison dit on va peut-être chercher un travail, tu vois. Et donc j'ai cherché et je voulais bosser pour le coup dans un grand groupe parce que c'était une expérience que j'avais pas eue dans mes stages, apprentissages, etc. Parce que tu faisais dans études. Des petites boîtes Ouais, j'avais eu des expériences en PME, en start-up, en petite PME industrielle où j'ai fait mon alternance d'école d'ingé, mais pas plus, tu vois. Et il me manquait quand même, j'avais le sentiment qu'il me manquait cette expérience dans un grand groupe et que ça pouvait m'apporter pour mon projet, tu vois. En tout cas, je voulais y mettre un pied pour... tu vois, j'avais cette image quand même d'entreprise assez structurée, rigoureux. Je me suis dit qu'il y avait des enseignements à en tirer, tu vois, peu importe ce que je veux faire après. Et du coup, j'ai été embauché par EDF. J'ai intégré la R&D d'EDF pendant un peu plus de 2 ans. J'étais chercheur à la R&D sur tous les sujets digitaux et avec un focus sur les nouveaux canaux de la relation client pour EDF. Et j'ai été amené à bosser sur la smart home, sur les objets connectés dans la maison, sur plein de sujets franchement super cool pour un geek comme moi. Vraiment avec un volet innovation et voir comment tous ces sujets super innovants, on pouvait les faire rentrer dans les métiers d'EDF, dans les directions de métiers, des sujets qui à la base étaient assez expérimentaux, tu vois, et dire ok, on peut en faire quelque chose concrètement pour les clients. Donc c'était, je me suis éclaté clairement. Non, c'était vraiment cool, tu vois. Et ça a duré combien de temps ça dure à peu près 2 ans et demi. Après, c'était cool sur les sujets. Après, clairement, avec le tempérament que j'avais, juste diplômé, tu vois, t'as beaucoup d'énergie à revendre. J'avais toujours ce projet qui me trottait en tête d'un jour monter ma boîte. Enfin voilà, c'est là où t'as le plus d'énergie, tu vois. Et forcément, un gros groupe comme ça, c'est un peu frustrant parce que t'as beaucoup d'inertie. Tu prends un peu des claques dans la figure sans vraiment savoir pourquoi. Tu prends des refus sur des projets alors que tu es convaincu que c'était des choses à faire. Et au fil de l'eau, tu sens la motivation qui en prend un coup à chaque fois. Et tu sens que tu n'as pas toute l'entreprise qui a la même énergie que toi, on va dire. Tu vois. Elle n'a pas le même âge, quoi, finalement. Ouais, voilà, il y a plein de choses qui font que, au final, tu reprends les pieds sur terre, tu perds un peu de ton peps. Et puis, je voulais pas rentrer un peu dans ce moule dans lequel finalement on essaye un petit peu de te faire rentrer. Et en 2016, donc j'étais encore à EDF, il y a des chatbots qui sont arrivés un peu en force. En fait, c'est Mark Zuckerberg, donc le boss de Facebook, qui a lancé sur Facebook et sur Messenger une plateforme permettant aux marques de créer leur chatbot, donc des assistants conversationnels, directement sur son réseau social, ce qui permet à toutes les entreprises de créer une expérience conversationnelle, des robots automatiques où tu poses des questions et tu automatises du service client, tu automatises plein de choses. Et donc soit, c'est ça qui est annoncé, ok, cool. T'as la SNCF qui a sauté sur l'occasion pour dégainer très très rapidement, quelques mois après l'annonce de Facebook, un chatbot pour réserver ses billets de train, pour faire plein de choses. Et puis derrière, t'as plein d'autres grands groupes et plein d'autres entreprises. Donc tu suivais aussi vachement la tech. Ah ouais, je faisais beaucoup de veille. C'était clairement là de mon job, tu vois. Et puis en plus, j'étais sur les sujets vraiment relations clients, le nouveau cadeau de relations clients pour le groupe EDF. Donc tu vois, les bots qui arrivent, là, on est en plein dans mes sujets de prédilection, tu vois. Donc forcément, je regarde de près tout ça. Et je commence à me projeter sur des cas d'usage pour EDF, c'est-à-dire tu vas faire ta relève de compteur, tu vas signaler une panne, tu vas avoir potentiellement ta relation client que tu peux faire en partie sur ce canal, et je trouvais ça plutôt intéressant.
Donc j'ai un peu remis les mains dans le cambouis, j'ai ressorti tu vois mon background tech, puis j'ai bidouillé des petits trucs, je me suis connecté sur la plateforme qui permet de faire des bots sur Facebook, essayer de faire des petits protos, un petit POC, tu vois, avec les cas d'usage d'EDF. Donc j'ai montré parce que là chaque entreprise faisait ses bots sur Facebook ou Exactement. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est chaque entreprise pouvait développer son propre chatbot. Okay, mais c'était pas sur leur site, c'était directement Ouais, exactement, c'était sur Facebook et sur Messenger. D'accord. Directement, tu vois. Donc bon, ça rajoute plein de contraintes, RGPD et compagnie qui arrivaient à peu près en même temps. Enfin voilà, forcément, voilà, c'est sûr que pas évident. Pas évident, non mais c'est clair, pas évident. Mais quand tu vois que tu vois là, t'as des gros groupes comme SNCF ou d'autres qui se lancent, tu dis bon ok, on va regarder, il y a des choses à faire. Donc j'ai montré un peu des choses qu'on pouvait faire à, voilà, tu vois, N+1, N+2, etc. Et ça, la mayonnaise a bien prise et très vite, ça s'est transformé en un projet qu'on a monté au sein d'EDF pour expérimenter, tu vois, ce canal de relation client. Et on a testé, on a monté un projet, on a développé un bot qu'on a testé avec des vrais clients d'EDF. Et on a vu des retours, tu vois, plutôt intéressants. Enfin, ça prenait pas mal, ouais, plutôt positif, tout ça. Et en parallèle, là, du coup, ça commence à trotter, tu vois, dans ma tête. Et je me projette sur ce canal des bots et je me dis, en fait, c'est assez puissant ce qu'on arrive à faire, surtout sur des sujets qui sont complexes. Toi, EDF, je pense on est tous pareils. Les points de contact que tu as avec EDF, c'est souvent quand ça va pas. Tu as un problème sur ta facture, tu as une coupure, tu déménages. Enfin, voilà, tu as fait le tour à peu près, tu vois. Il y a peu de chances que tu contactes très rarement EDF pour d'autres sujets que ça. Donc, c'est une fois dans l'année, max 2 fois et c'est tout. Et souvent, c'est pour des trucs pas forcément très cool. Et je trouvais que ce canal-là, le fait que ce soit du conversationnel, que ce soit un peu moins corporate et institutionnel que du courrier, que des lettres recommandées, que des mails très carrés, ça pouvait rapprocher un petit peu, tu vois, EDF de ses clients. Ouais. Et donc, je me projetais un peu, de manière générale, il n'y a pas que EDF qui est concerné par ça. Et je commençais à imaginer d'autres cas d'usage. Notamment, j'ai vite pensé aux collectivités. C'est un peu la même chose, les points de contact que tu as avec ta mairie ou ta métropole, c'est quand tu as une galère dans ta ville, c'est quand tu dois refaire ton passeport, ou c'est pareil, quand tu as des problèmes ou des sujets qui craignent un peu, souvent, et voilà, c'est là où tu vas te tourner vers ta mairie. Mais pourquoi tu as pensé à la mairie? Enfin, tu avais une relation particulière avec les collectivités ou c'est comme ça par... Alors, pas du tout. Ouais, non, je sais pas te dire pourquoi. J'ai fait ce parallèle, je trouvais qu'il y avait beaucoup de points communs, alors peut-être qu'à ce moment-là, j'ai eu un truc à faire avec Emmanuel, franchement. Une galère avec la ouais, je sais même pas te dire maintenant, tu vois, peut-être c'était ça. Mais ouais, c'est vrai, je sais pas t'expliquer comment j'ai fait ce parallèle, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, enfin, tu vois, je voyais même nous, internes à EDF, quand sur des projets où on avait besoin d'infos, on allait sur le site d'EDF, on galérait à trouver des infos. Même nous, salariés d'EDF, on connaît, tu vois, le jargon, on connaît le truc, on galérait. Et je trouvais que les collectivités, les sites, c'était un peu pareil. Tu as des menus, des sous-menus, des sous-rubriques, c'était du jargon qu'on comprenait pas. Et je trouvais que c'était assez lié, tu vois. Et donc, comme toi un peu aujourd'hui, tu vois, j'ai pris mon sac à dos, je suis allé voir des collectivités, je fais toc 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 et je leur ai présenté un peu le projet que j'avais, les idées que j'avais en tête. Et j'avais monté une démo d'un bot pour des collectivités. Et en disant, voilà, je travaille sur ça, est-ce que ça peut vous intéresser? T'en as vu combien là J'en ai vu 2 en fait, des collectivités à côté de chez moi, tu vois. Et là, t'étais à quelle J'étais en région parisienne. Ok, d'accord. Et j'étais voir la ville de Massy et la ville de Longjumeau. Et les deux, donc je fais une petite démo, voilà, un bot où tu demandes de refaire ton passeport, ou c'est quoi le menu de la cantine, ou des questions que tu peux te poser, où tu as une galère sur tes poubelles, etc. Et les deux, ils m'ont dit, c'est top, on veut un devis. Ah. Bon, alors, ok, ça accélère un peu le truc. Du coup, là, il n'y avait rien qui était créé, juste un prototype. Mais il n'y avait rien du tout. Il n'y avait ni de produit et ni d'entreprise. Hein. Il n'y avait rien, tu vois. Okay. Donc là, forcément, on retourne voir EDF, le manager, tout ça. Les gars, comment on fait? Et du coup, en fait, il y a une petite période de transition où j'étais intrapreneur, c'est-à-dire EDF... trouvait, tu vois, l'idée plutôt cool et sentait bien qu'il y avait un truc aussi pertinent au-delà de son métier, surtout quand je leur ai dit que je travaillais pour l'instant non, mais que j'avais été voir des collectivités, c'est des partenaires de longue date pour EDF, tu vois, les collectivités, donc tu vois, ils voulaient creuser s'il n'y avait pas un truc à faire ensemble. Que tu le fasses au sein de leur entreprise. Exactement, tu vois, il y a eu ce genre d'échange. Bien sûr, toujours la même inertie, tu vois, et surtout, c'est des grosses décisions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte une structure pour porter ce genre de trucs, etc. Enfin,
réunions avec N+3, 4, 5, tu vois, rencontrer le top management et tout. Enfin, c'était super enrichissant, des gens que j'aurais jamais pu rencontrer sans ça, tu vois. Mais à un moment, bah, ça se décantait pas et j'avais, tu vois, 2 collectivités qui m'attendent un devis. Moi, depuis toujours, je veux créer une structure, une boîte. Je me dis là, je tiens peut-être un truc. Je veux pas, tu vois, gâcher l'opportunité. Être ralenti. Exactement. Ok. Donc j'envoie les devis et les devis se signent. Donc je monte une auto-entreprise parce qu'il faut une structure pour envoyer les devis, tu vois. Je crois même que j'ai envoyé les devis, j'ai même pas de structure. Dans la foulée, je monte une auto-entreprise, c'est très rapide parce que faut bien que ça se fasse rattacher, tu vois. Les 2 devis se signent. Et ensuite, très rapidement, une 3e opportunité, cette fois avec une entreprise qui a rien à voir, avec My Little Paris. Je sais pas si tu connais, c'est un média féminin. Ils font, tu sais, My Little Box, tu vois, ils font des box pour, voilà, pour les femmes. Et du coup, on était mis en contact avec eux et je les rencontre et pareil, ils veulent un bot. Donc là, un bot qui a rien à voir, c'est vraiment un bot vraiment à portée média pour animer une communauté, etc. Donc rien à voir, mais un projet super cool. Pareil, devis, ça se signe. Et donc ça fait 3e projet, ensuite un 4e, et là tu comprends vite que c'est plus gérable. Toujours à temps plein, chercheur EDF, et la nuit tu bosses sur la boîte, sur les clients. Et donc là j'ai pris la décision de quitter EDF, tu vois, parce qu'à un moment c'est plus... Parce que eux, du coup, ils t'avaient pas encore mis intrapreneur voilà, j'avais encore... Ils savaient pas trop dans quelle case me mettre. En fait, eux étaient en train de se structurer à la fois sur ce parcours un peu d'intrapreneuriat, et aussi il y avait une structure qui s'appelle EDF New Business, qui était un espèce de fonds d'investissement et de structure d'accompagnement à la fois pour des structures externes, mais aussi pour des salariés, tu vois, qui montaient des entreprises. Sauf que cette structure-là, mauvais timing un peu pour moi, elle était en train de se structurer pile pendant que j'y arrivais et que j'avais ce sujet. Et si tu veux, ils savaient même pas trop dans quelle case me mettre parce que eux non plus savaient pas trop leur roadmap, les projets dans lesquels ils allaient accompagner ou investir, etc. Donc c'était vraiment mal tombé mauvais timing. À quelques mois après, ils auraient eu ce recul, ça aurait été différent. Mais là, tu vois, je pouvais pas me permettre de re-attendre un peu 6 mois, tu vois. Donc j'ai dit, cette fois, je vais voler de mes propres ailes. Et donc j'ai pris un congé création d'entreprise. En fait, c'est une espèce d'année sabbatique, tu vois, en fait. Au sein d'une entreprise. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce que j'ai pu bénéficier de ça auprès d'EDF, ce qui m'a permis, tu vois, de pas démissionner, mais d'avoir un peu ce filet de sécurité. Si demain la boîte décolle pas, je peux réintégrer mon poste. Donc tu vois, c'est plutôt chouette. Et donc j'ai bénéficié de ça. Et 1er janvier 2018, je volais de mes propres ailes. J'avais plus de rattachement à EDF, si ce n'est ce filet de sécurité, tu vois. Et donc, j'ai pu me consacrer à plein temps aux clients qui étaient déjà signés, puis aux clients à venir. Déjà, c'était une bonne bouffée d'air, tu vois, de pouvoir faire plus qu'une journée par jour et plus 2. Et du coup, voilà, j'ai continué un peu à développer les projets. Petit à petit, tu as eu de plus en plus de clients. Exactement. Et tu as créé un autre statut d'entreprise. Tu étais toujours. Alors oui, non, très rapidement, même quand j'étais encore EDF, je crois, après les 2 premières collectivités, voire même une seule collectivité qui était signée sur l'auto-entreprise, et très rapidement, j'ai monté une SAS parce que des clients, ils tiquent un peu quand c'est une auto-entreprise. Tu vois, c'est un peu volatile, enfin tu vois, ça fait quand même beaucoup moins sérieux et tout, donc très rapidement monter une SAS pour pouvoir avoir un peu plus pignon sur rue, avoir une structure un peu plus pérenne. Donc ça c'était déjà monté, et donc là plus de projets. Donc là j'ai commencé à travailler à EDF pour le coup, qui est devenu un client. J'ai continué certains projets côté bot qui avaient été enclenchés quand j'étais là, et du coup j'ai arrêté d'y bosser quand je suis parti, et du coup on a continué notre collaboration via MrBot, et du coup. Ok. Et le nom d'ailleurs, tu l'as trouvé rapidement, MrBot Ouais, le nom, je l'ai trouvé franchement rapidement. Ce que j'aimais bien dans ce nom-là, pourquoi MrBot, c'est ce côté Mister, tu vois, homme, humain, et bot, robot. Bot, c'est le diminutif de. Quand on parle de bot, c'est le diminutif en fait de chatbot, qui lui-même est le diminutif de chatter avec le bot, le robot, tu vois. Donc, et par extension de langage, on parle de bot, en fait, on parle plus de chatbot, on parle de bot. Et donc, MrBot, t'as le côté Mister humain et t'as le côté bot robot. Et ce que j'aime bien, c'est parce que voilà, dans les bots qu'on construit, on met vraiment une part d'humain. Il y a le côté ludique, il y a le côté empathique, il y a toute la partie UX et personnification du robot, tu vois, qu'on y met. Et qui est vraiment notre force, et ce que je mets en avant, tu vois, quand je présente MrBot par rapport à d'autres agences qui font des bots. Donc voilà, MrBot.
Et donc, du coup, ouais, d'autres projets, à la fois avec des collectivités, avec des grands groupes, avec des médias ou dans le cinéma aussi. Donc là, c'était divers et variés. Ah ouais, vraiment, de se partir dans toutes les directions. Toi, j'ai bossé avec Backfilm, un producteur de cinéma, j'ai bossé donc avec My Little Paris, avec la mission locale de Paris, avec des collectivités, enfin, tu vois, plein de trucs. C'était le réseau, ça se faisait tout seul. Ouais, c'était le réseau, on faisait partie des premières agences de bots qui sont créées, tu vois, en 2017. Il y en avait très peu aujourd'hui, t'en as à l'appel, mais du coup avec MrBot on est arrivé vraiment au tout début, ce qui nous a permis d'avoir un référencement pas mauvais, tu vois, même aujourd'hui on ne travaille plus du tout, je pense que tu tapes agence chatbot, on ressort assez facilement, ce qui nous a permis d'avoir de l'entrant et des premières références sympas, donc tu vois, un peu boule de neige. Et donc, bah, cool. Et tant mieux, tu vois. Donc là, n'empêche que l'objectif, entre guillemets, était atteint, ou le rêve, ou ton idée depuis le début, bah, tu étais en train de diriger ta boîte, quoi. Ouais, exactement. Là, tu te dis, bah, putain, je touche du doigt, tu vois le truc. Quoi, en fait. Ouais, exactement, j'y suis. Et là, tu te dis, bah ouais, en fait, ça y est, quoi, c'est fait. Et tu réalises pas trop parce qu'en plus t'as tellement la tête dans le guidon. Enfin, puis passer, tu vois, d'un poste à EDF à entrepreneur, tu fais grand écart, tu vois, surtout tu fais grand écart, sécurité de l'emploi, salaire, enfin tout ce que tu veux, tu te retrouves à EDF dans un environnement où t'es un peu chouchouté, t'as besoin de tout n'importe quoi, t'as des référents, trucs, machin, bidule, tu t'occupes de ton taf, de ce pourquoi t'es payé, point barre. À entrepreneur où tu dois tout gérer du jour au lendemain, tu découvres 150 métiers, tu savais même pas qu'ils existaient. Donc c'est la vie d'entrepreneur, tu vois. C'est aussi pour ça que tu signes. Et donc ouais, ça y est, c'était parti. Et du coup, après, j'ai commencé à bosser avec Bordeaux Métropole, et c'est là où il va y avoir la transition, le pivot qu'on a pris. Et donc, Bordeaux Métropole, c'est un projet qu'on a monté courant 2018. Et ils voulaient un chatbot autour des déchets, parce que ils nous ont expliqué qu'en fait, les déchets, c'était un sujet qui générait beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, beaucoup de questions, tu vois, par mail, sur le site, par téléphone, etc. Et c'était un sujet un peu sensible, ils avaient du mal à faire passer les bons messages. Et ils se sont dit, peut-être que les chatbots, nouveaux canaux de relations clients, assez innovants, sur les réseaux sociaux, etc., ça peut être un canal, tu vois, pertinent pour faire passer ces messages sur ces sujets un peu compliqués. Et on se retrouvait, tu vois, avec la réflexion que j'avais quand j'étais à EDF, de se dire, je trouve que les bots ont du sens sur des sujets justement qui sont un peu compliqués, des sujets où tu n'as pas forcément envie de t'intéresser. Le fait que ce soit un canal plus agréable à utiliser, ça peut un peu, tu vois, rendre le sujet, faciliter, tu vois, l'échange sur ce sujet. Donc on s'est retrouvés complètement, tu vois. Et donc effectivement, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc on les a accompagnés sur ce projet. Donc on a vraiment monté une équipe projet. On a imaginé avec eux ce qu'allait être ce chatbot. On a fait toute la partie conception, création, développement du bot. Et on l'a lancé en janvier 2019, ce bot sur le site de Bordeaux Métropole et sur leur page Facebook. Donc un bot spécialisé, tu vois, sur les déchets. Accessible. Là, c'était vraiment eux spécialisés. Ils avaient besoin de ça en particulier. Ouais, exactement, sur les déchets, parce que c'était un canal en plus ça faisait quelques mois qu'ils voulaient le tester. Vous voyez d'autres collectivités qui se lançaient, etc. Et avant de faire un truc en grand, un bot qui répond à toutes les questions, ils voulaient expérimenter déjà, tu vois, cette techno. Et ils ont profité de cette expérimentation pour attaquer sur le sujet des déchets, parce que ça avait du sens pour eux. C'était un vrai sujet justement sur lequel ils avaient des problématiques. Ils avaient des demandes. Donc ils se sont dit, allons-y, tu vois. Donc on les a accompagnés, on a créé tout ça, on a lancé début 2019. Et rapidement, on a eu des super retours à la fois de la métropole, on a eu beaucoup de retours d'utilisateurs aussi, satisfaits. Et il y a d'autres collectivités qui nous ont contactés, qui nous ont dit qu'ils trouvaient top, tu vois, le projet qu'on avait fait avec Bordeaux Métropole, et qui a rencontré un peu les mêmes difficultés pour communiquer, les mêmes problématiques, et que potentiellement ce genre de projet, tu vois, pouvait les intéresser. Et du coup, tout ça a cogité un petit peu dans ma tête, et c'est vrai que du coup, ça faisait un peu plus d'un an que, comme tu disais, ça y est, j'avais ma boîte, truc, tu vois, que j'avais en tête depuis tout petit. Mais finalement, j'étais un peu frustré parce que j'avais pas l'impression vraiment de construire quelque chose. Parce qu'en fait, on était finalement une agence, comme une agence de site web qui fait des sites web en fonction des besoins des clients. Etc. Exactement, nous c'était pareil, MrBot, c'est une agence de chatbot, on fait des chatbots sur mesure, un projet, on fait le bot, on le livre, et puis après, il vit sa vie, tu vois.
Et finalement, ça, je me suis rendu compte, c'était un peu frustrant parce que on développe pas un produit qu'on fait évoluer, t'as pas l'impression de construire un truc. Et toi, t'avais plus cette Je le fibre savais, franchement, je le savais pas. Et c'est au fur et à mesure que je commençais à me poser ces questions-là et on a bossé sur des projets super cool, je m'éclatais. Mais du coup, après, c'est fini, tu passes à un autre projet, puis c'est fini, etc. Et je commençais à être un peu frustré de ça et de me dire, j'aimerais bien avoir une solution, un produit qu'on développe et qu'on me propose. Et du coup, là, je commençais sérieusement à me poser des questions quand il y a eu ces premiers retours de collectivité sur le bot qu'on avait fait pour Bordeaux Métropole. C'était vraiment à ce moment-là que je commençais à me poser ces réflexions sur le fait qu'on soit une agence et que j'arrivais pas à me projeter en fait, me dire c'est quoi dans 10 ans, ou même dans 5 ans, c'est quoi MrBot, c'est-à-dire c'est une agence, je vais recruter, on va exploser, je vais recruter 20 ingénieurs, développeurs, on va pondre des bots toute la journée, livrer 10 bots par mois et moi, je vais gérer des armées de développeurs qui vont pisser du code toute la journée. Et franchement, ça me faisait pas rêver en fait. J'ai du mal à me projeter. J'aimais bien le côté entrepreneur, développer le truc en partant de zéro, mais j'avais du mal à me projeter plus que ça. C'était pas cette vision que tu avais de gérer juste des personnes qui développent des produits qui sont même pas les tiens. Tu vois, je savais pas. Je trouvais qu'il me manquait c'est un peu ce sens, tu vois, à faire ça. Et je dis ok. Demain, on va être 100, même si on est 300 mecs qui pondent des bots toute la journée. Ok, je sais pas, tu vois, ça m'emballait pas. Je me dis merde, ça fait depuis que je suis tout petit, j'ai un peu un objectif, je bosse pour ça. Là, je touche le truc des doigts et finalement, genre un peu, non, pas ouf, c'est pas possible, tu vois. Merde. Et forcément, tu sais, ça cogite et tout ça. Et donc là, avec ce projet de bot autour des déchets, d'autres collectivités qui me disent c'est ce genre de projet, nous aussi, ça a du sens pour nous, ça peut nous intéresser. Tout ça cogite un peu et je me dis mais peut-être que là, il y a un pivot à prendre, tu vois, dans la stratégie de la boîte. Et dans 3 ans, on sera pas 40, 50, je sais pas combien, à faire des bots qu'on va livrer à la chaîne, mais peut-être qu'on va avoir une plateforme, un vrai produit qu'on va développer. Et je commençais vraiment, tu vois, me projeter sur ça. Et en plus, c'était un projet qui avait du sens potentiellement, tu vois, vraiment, où tu réponds à une vraie problématique, tu accompagnes les collectivités pour réduire les déchets. Je voyais les retours qu'on avait côté Bordeaux Métropole, c'était hyper stimulant, hyper motivant. Tu sais ce que tu fais, tu vois. Est-ce que toi, tu avais déjà une appétence particulière ou une sensibilité d'un point de vue de l'environnement, de la société, honnêtement, franchement, non. Ok. Je peux te dire, j'étais un écolo et tout. Franchement, pas du tout. J'étais un citoyen lambda. Tu vois, je faisais gaffe à ce que je faisais, hein, mais pas plus, tu vois. J'étais sensible à ce qui se passe, tu vois, pour la planète et tout ça, mais j'étais pas du tout dans cet écosystème. Je suis pas du tout engagé, militant, écolo, rien du tout, tu vois, de tout ça. Mais juste, je faisais gaffe à mon mode de vie un minimum, tu vois. J'essayais de trier mes déchets, tu vois. Ce que je considère comme être normal, tu vois. Et du coup, j'étais ni dans un sens ni dans l'autre. Ouais. Et cette problématique particulière, ça t'a permis de vraiment te projeter sur un réel besoin. En fait, du coup, c'était un peu ça. D'avoir bossé sur ce bot pour Bordeaux Métropole, tu vois, ça m'a fait rentrer dans ce sujet des déchets, du tri, de creuser sur tous ces sujets-là. On a bossé, comme je te dis, en équipe projet avec la métropole de Bordeaux. Il y avait une dizaine de personnes dans l'équipe, dont beaucoup de personnes côté Bordeaux Métropole, des directions métiers, déchets, gestion des déchets, etc. Donc j'étais immergé, tu vois, dans leur univers. Eux, c'était leur dada. Moi, je connaissais rien, tu vois, à tout ça. Et j'ai découvert avec eux, un peu tout ça. L'équipe, elle était géniale. Franchement, c'était, l'équipe ultra motivée qui nous partageait tout ça. Et c'était hyper agréable. Et finalement, sans vraiment m'en rendre compte, je suis un peu monté en compétence sur ce sujet-là. Et je commençais, à avoir des idées, des choses que, tu vois, j'imaginais qu'on pouvait faire pour aller plus loin que ce qu'on avait fait sur le bot de Bordeaux Métropole. Et je commençais à voir le sens de tout ça et ce qu'on pouvait apporter. Et quand d'autres collectivités nous disent que ça nous intéresse aussi, tout ça, tu vois, c'est pièces du puzzle qui commençaient à s'assembler. Et je me suis dit, écoute, de toute façon, on a toujours des projets qui rentrent côté MrBot sur plein d'autres sujets, tu vois, qui continuent. Et j'ai dit, en parallèle, on va lancer un autre projet. On va commencer à réfléchir, à essayer de faire une petite plateforme dédiée à un chatbot qu'on pourrait imaginer autour des déchets pour les collectivités.
c'était pas complètement, tu vois, deux directions opposées par rapport à ce qu'on faisait avec MrBot. Il y avait toujours ce côté chatbot qui était au cœur du truc, tu vois. Ouais, je vois. C'était plus vraiment, pour le coup, un produit vraiment que tu souhaitais et qui soit le même pour tout le monde, quoi. Exactement, c'était exactement ça. Et donc, on a commencé. Donc là, à ce moment-là, on était deux. J'ai un CTO qui m'avait rejoint. Donc, entre-temps, j'ai quitté Paris. Une fois que j'ai quitté EDF, j'ai quitté Paris. Je n'avais plus d'attache à Paris. Je suis revenu m'installer à Angoulême, dans ma province natale. et j'ai un CTO qui m'a rejoint fin 2018, qui était à Bordeaux. Pour le coup, tu vois, on a déjà commencé à Angoulême et Bordeaux. Et donc, on était deux. Et donc, on a commencé à ce moment-là, début 2019, à bosser sur ce projet. Rapidement, on a trouvé un nom, donc Trizy, on a pris un logo, on a commencé sérieusement à regarder ce sujet, à créer une première version d'une plateforme qui pourrait être accessible aux collectivités. Et on a bossé avec Grand Angoulême et avec Grand Poitiers, deux agglos locales pour le coup pour nous, qui étaient intéressés, tu vois, par ce projet. Donc on a vraiment co-construit la solution avec elles. On a fait des réunions de travail avec les équipes déchets, tu vois, des agglos pour leur montrer les idées qu'on avait, si ça répondait à des besoins qu'ils pouvaient avoir, etc. S'assurer qu'on faisait pas un truc qui allait répondre à aucun besoin de personne. Et donc, on est parti dans cette direction, à commencer à créer quelque chose. Et en septembre 2019, on avait une première version. À l'été 2019, on avait une première version qu'on a lancée sur le site de Grand Angoulême et Grand Poitiers. Et donc ça a tourné pendant à peu près 2 mois. Donc ça s'appelait déjà Trizy, il y avait déjà la Trizy, il y avait déjà à peu près, pas à 100% comme aujourd'hui, mais on avait à peu près la direction, tu vois. Et en septembre 2019, on a commencé à commercialiser à une première collectivité, c'était la ville de Libourne. Et après, on a commercialisé de septembre 2019 à fin d'année encore à 3-4 autres collectivités. Et on a vu que la mayonnaise prenait clairement. Mais du coup, attente. Je suis en train de me dire là, c'est plus le même business model avec un produit comme ça. Du coup, c'est plus un abonnement pour les collectivités ou parce qu'elles n'ont pas de devis directement à faire vu que c'est le même. Exactement, on remettait tout à plat. En fait, il y a tout qui changeait. Tu repartais de zéro, c'est exactement mais en gardant l'ancien. Le business model était complètement différent. Là, comme tu dis, c'est un abonnement sur 1 an, 3 ans, 5 ans, tu vois. Pour la collectivité. Avant, c'était des projets qui avaient un gros coût de setup un petit abonnement. Et là, c'était plutôt, tu vois, l'inverse. Enfin, un abonnement un peu plus important, mais pas de coût de setup ou un tout petit coût de setup s'il y a besoin de spécificité. Ouais, exactement, tu vois. Donc, c'est effectivement le modèle économique de la boîte complètement remis à plat aussi et complémentaire pour le coup avec l'activité de MrBot qu'on pouvait avoir. Mais c'est un modèle économique qui est aussi plus intéressant. En tant que start-up, tu as de la récurrence, tu vois, tu as des abonnements. Et puis une fois que c'est développé, c'est facile à partager. C'est beaucoup plus scalable en fait, tu vois, que quand tu vends des bots, si demain tu as envie de vendre 100 bots par mois, t'as pas d'autre choix que de recruter une armée de dingés qui vont prendre les bots, tu vois, être chef de projet, etc. Avec un produit comme ça sur étagère en mode SaaS, tu veux vendre 100 Trizy à 100 collectivités, t'as pas besoin de recruter une armée de développeurs, tu vois. Et c'est un modèle aussi qui permet une croissance beaucoup plus facilement, tu vois. Ok, je vois. C'est super intéressant. Du coup, je voulais te demander aussi, par rapport à Trizy, à quel moment vous avez intégré le groupe Tech4Good et qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir développé un produit qui répond à un besoin sociétal et environnemental finalement? Alors on a rejoint le réseau Tech4Good France je crois juste avant le confinement. Ça doit être février-mars, je crois quelque chose comme ça. J'ai déposé une candidature. Ils font des appels à candidature régulièrement pour intégrer des nouveaux membres au réseau, tu vois. Donc j'avais complété le formulaire de candidature et donc on était accepté. Je crois on a rejoint le réseau. C'est ça, juste au moment du confinement, je crois février-mars. Et en fait, je t'avoue, j'ai découvert un peu, et je découvre encore aujourd'hui, tout cet univers un peu de la Tech4Good, de l'ESS, que je connaissais vaguement, j'avais un peu entendu parler, je suivais un petit peu parce que j'en ai pas parlé, mais tout au long de cette aventure de création de MrBot, etc., j'avais un mentor qui s'appelle Frédéric Bardot, qui est le fondateur de Simplon. Peut-être que ça te parle, Simplon. Ça me dit, c'est une des boîtes pionnières de l'ESS en France et d'entreprises à impact qui propose des formations gratuites à des gens qui sont déscolarisés, qui sont dans la difficulté, sortis de tout système.
Et Fred, c'est un entrepreneur social, vraiment pionnier qui a ouvert la voie de nous tous derrière, tu vois. Et je l'avais rencontré dans le cadre de mon taf à EDF. Et franchement, j'étais tombé amoureux de ce qu'il fait, de qui il était. Enfin, il renvoie une image, ce mec est fou. Et j'avais gardé contact avec lui, on avait beaucoup échangé. Et du coup, en le suivant, je voyais un peu, tu vois, c'est sa vie d'entrepreneur social, qui était assez éloigné pour le coup de ce que je pouvais faire avec MrBot. Et petit à petit, je sentais que nos chemins étaient en train de se rapprocher parce que j'étais en train de devenir, tu vois, moi aussi, un entrepreneur à impact. Et j'ai découvert vraiment de plus près, tu vois, notamment avec le réseau de Tech for Good France, toutes les entreprises, toutes non, mais beaucoup d'entreprises en France qui sont dans cet univers, beaucoup de projets. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, je veux pas le quitter, tu vois, cet écosystème, et ça donne vraiment beaucoup de sens à tout ce que tu fais, que ce soit pour l'environnement, mais il y a le côté social aussi qui est important, de se dire, on fait les choses bien pour la planète, mais on met pas non plus, tu vois, l'humain de côté. Et en fait, c'est un modèle d'entrepreneuriat qui devrait clairement être généralisé, tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que ça a peut-être influencé aussi tes décisions au sein de MrBot ou ce que je veux dire par là, c'est MrBot, vous travaillez avec tout type d'entreprise et vous n'avez pas d'appétence particulière pour des entreprises à impact ou de Tech for Good, je sais pas si... Ouais, non, pas du tout. Oui, c'est clair, je te dis, on bossait dans le ciné, on bossait dans plein de secteurs d'activité qui n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, du coup, MrBot, je le vois plus comme une activité qui nous permet de financer Trizy, tu vois. On a des projets, on continue à avoir quelques projets côté MrBot, et derrière, en gros, les bénéfices qu'on en tire, on réinjecte sur le projet Trizy pour développer la plateforme, pour développer, tu vois, la solution. Et ça aussi, c'est intéressant parce que la plupart, en tout cas beaucoup d'entreprises de la Tech for Good, souvent, tu crées cette entreprise pour répondre à un besoin sociétal, environnemental ou autre. Et le problème, c'est que souvent, pour résoudre ce problème-là que tu as envie de résoudre, tu n'as pas vraiment de modèle économique viable. Tu veux dépolluer les océans, c'est compliqué de faire des sous en même temps que tu vas dépolluer les océans, tu vois. Donc souvent, toutes ces structures-là, elles ont un modèle hybride où d'un côté, elles vont faire leur mission, et à côté, elles vont faire du conseil, ou elles vont avoir une agence de je sais pas quoi un peu adossée qui leur permet de générer du CA et de réinjecter pour faire, tu vois, leur mission. Et finalement, je m'y retrouve complètement dans ce modèle avec ce qu'on peut avoir côté MrBot, où aujourd'hui, on réinjecte, tu vois, le CA de MrBot dans Trizy, et c'est ce qui nous a permis de développer aussi où on en est aujourd'hui avec Trizy, tu vois. Oui, parce qu'au final, quand vous avez commencé à développer Trizy, vous aviez l'argent de... Mais c'est tout, c'est ça, on était en autofinancement totalement, tu vois. Et sans ces projets MrBot, aujourd'hui, on n'aurait clairement pas pu créer Trizy, on n'en serait absolument pas là aujourd'hui, tu vois. C'est super. Et là, aujourd'hui, il y a combien d'agglomérations qui Aujourd'hui, on bosse avec une douzaine de collectivités. Sachant qu'on a lancé ce pire timing possible, on n'aurait pas pu faire pire. En fait, même avant le confinement, on a commencé à commercialiser en septembre 2019. Et en fait, ce qui se passe avec les collectivités, c'est qu'il y avait les élections municipales au mois de mars. Et en fait, 6 mois avant les élections, ce qui nous amène au 1er septembre, on rentre dans ce qu'on appelle une période préélectorale qui interdit aux collectivités d'enclencher des nouveaux projets de communication. Clairement, Trizy, c'est un outil de communication pour la collectivité. Donc, dès qu'on a commencé à commercialiser, les collectivités avaient pas le droit de nous acheter la solution. Donc, génial, jusqu'à mars, les élections, après le temps que l'équipe se mette en place, etc. Malgré ça, il y a une dizaine de collectivités qui ont souhaité quand même s'équiper de Trizy, qui ont fait en sorte de pouvoir quand même, tu vois... les équipes, une nouvelle... on a réussi à chaque fois à faire passer le truc. Bref, ça s'est fait. Et elles ont, voulaient vraiment le faire, tu vois. Et donc ça déjà c'était un signal pour nous hyper positif. Et après il y a eu les élections qui ont été décalées de mars, c'est passé en mai. Du coup ça a été tout chamboulé, tous les projets qui étaient signés, finalement les Trizy n'ont pas pu être lancés, tout ce qui devait être signé n'a pas été signé, ça a été décalé en septembre ou là en octobre. Enfin bref, donc c'était vraiment le pire timing qu'on aurait pu imaginer.
Et pour autant, bah, tu vois, on a une douzaine de collectivités aujourd'hui avec lesquelles on travaille déjà. Et c'est génial, et ce qui montre, tu vois, qu'on répond quand même à L'intérêt, un vrai besoin et qu'il y ouais. a une vraie attente des collectivités sur ces sujets. Donc ça, c'est c'est la très bonne nouvelle. positif. Ouais, carrément. Ok, ça marche. Ensuite, je voulais savoir quel est d'un point de vue entrepreneurial et plus personnel, comment tu arrives à distinguer pro-perso, surtout avec la période du confinement où tu travaillais chez toi, du coup, j'imagine, et dans ta baignoire, il me semble, d'ailleurs. T'as vu la vidéo? J'ai vu la vidéo. C'est bien. Et comment, du coup, tu arrives à gérer ton temps quelle est ton organisation personnelle, si je puis dire, et avec peut-être tes proches aussi, comment tu arrives à distinguer et à gérer ton temps, parce que quand on est entrepreneur, ben, voilà, on est autonome et on n'a pas des horaires fixes. Donc voilà. Ouais, alors ça, j'aimerais bien avoir la réponse magique, je l'ai pas encore, en tout cas pas encore aujourd'hui. Et ouais, ça c'est très 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 compliqué. Okay. Ouais, effectivement, en fait, t'as l'impression de jamais couper. T'as toujours, en fait, t'as toujours du boulot, t'as toujours des choses à faire. Et du coup, le plus compliqué, effectivement, comme tu dis, c'est réussir à couper, avoir des moments de vie pro, voilà, et des moments vie perso. Donc, de mettre la vie pro de côté. Et c'est super compliqué, d'autant plus avec le confinement, du coup tu te retrouves à la maison à bosser, donc t'as pas cette coupure de je reviens du bureau et tu te dis ok je rentre à la maison, c'est la maison, tu vois, je bosse pas, je bosse qu'au bureau, déjà ça c'est déjà compliqué, et qu'en plus tu bosses que à la maison, c'est d'autant plus compliqué. C'est vrai que aujourd'hui j'ai du mal à trouver cet équilibre. Cette harmonie, ouais, là j'ai encore trop de vie pro dans ma vie perso, clairement j'en ai conscience. Mes proches aussi, et j'essaye de lever le pied, mais ouais, c'est pas évident de complètement lever le pied, parce que t'as toujours des trucs qui cogitent en tête, t'as toujours des trucs à faire. Là, tu vois, l'équipe a s'agrandi. Il y a encore un an, un peu plus d'un an, j'étais tout seul. Après, on était 2, là, on est 5, bientôt 6. Et du coup, c'est des responsabilités aussi en plus, tu vois, gérer l'équipe, potentiellement des problèmes en plus à gérer, etc. Donc, ouais, c'est un peu délicat. Et moi, je suis seul associé, tu vois, dans la structure. Donc, j'ai pas forcément quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer aussi sur des sujets très stratégiques, etc. Ils reposent tous sur moi. Donc, ce qui facilite pas non plus, tu vois, ce côté de pouvoir couper et dire, ah, là, je suis off 2 jours, tu gères le truc. Parce que, en fait, personne. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, ça, c'est. Ouais, c'est pas évident, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est un objectif ou un idéal à atteindre ouais, l'objectif, c'est de pouvoir arrêter de bosser après 19h ou 20h, c'est pouvoir ne pas bosser le week-end. Déjà, premier objectif, c'est déjà bosser que le dimanche. J'essaye toujours le samedi de dire le samedi, je coupe et je bosse pas du tout, tu vois, d'avoir une journée complètement off ou déconnectée dans la semaine. Normalement, je m'y tiens tout le temps, sauf quand c'est le rush, c'est compliqué. Et le dimanche, j'essaye de faire ce que j'ai pas eu le temps de faire, tu vois, la semaine, pour pas commencer la semaine d'après avec déjà des trucs à la bourre en retard et commencer déjà à moitié sous l'eau, se remettre à jour, repartir sur une semaine, tu vois, à peu près clean. Mais non, ouais, c'est pas évident. Et puis même, tu vois, pour les proches, t'as pas envie que ta vie pro impacte sur la vie de tes proches, même si c'est compliqué, mais ouais, tu te dis toujours, allez, là, on est encore au début de l'aventure, on est petit, mais demain, on va grossir, on aura plus de moyens, on pourra plus se lâcher. À chaque fois, tu t'accroches un peu à ça, mais... Ouais, finalement, même quand on grandit, je pense que c'est compliqué de vraiment... Il faut quand même arriver à vraiment lever le pied et se couper. Ouais. Ok, je vois. Mais c'est vrai que c'est pas évident comme situation, surtout quand on est seul associé, comme tu disais, quoi. Ensuite, je voulais savoir comment, ou du moins, quelle vision long terme tu as de Trizy et du coup aussi de MrBot, et est-ce que tu penses qu'il y aurait des parallèles que tu aimerais explorer au-delà des déchets ou même dans d'autres problématiques actuelles qui nécessiteraient ou un MrBot serait utile dans un domaine particulier où tu n'as pas de... Alors clairement je pense que oui, si on cherche on trouverait plein d'autres applications, tu vois, plein d'autres équivalent de Trizy dans d'autres secteurs, mais maintenant je vraiment focus sur Trizy. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la gestion des déchets. Peut-être qu'un jour, j'espère, on aura, nous de manière générale, résolu ce problème de gestion des déchets,
j'espère un jour être au chômage technique parce qu'il n'y a plus de problématique sur les déchets, tout est fait. Bah écoute, tant vrai, mieux. Et c'est vrai que dans la Tech for Good, on bosse tous sur ça aussi. On aimerait tous ne plus avoir de travail. Ça veut dire qu'on a résolu tous les problèmes du monde, tu vois. C'est vrai. Donc peut-être qu'un jour qu'on y parviendra. Sait-on jamais, mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, je veux vraiment me focus sur ça. Et c'est vrai que là, ça fait 1 an et demi que je rentre vraiment dans cet écosystème-là. Et encore aujourd'hui, j'en découvre tous les jours. Et c'est super complexe, notamment l'univers des déchets. C'est opaque, franchement, c'est une boîte noire. Il y a même aujourd'hui des chiffres, mais des chiffres qui nous paraissent simples à obtenir, qui sont quasi impossibles à obtenir. C'est où tu te rends compte que voilà, tu as beaucoup de lobbying, tu as des gros acteurs industriels qui sont là depuis des dizaines d'années et qui gèrent le truc. Et aujourd'hui, on a envie de chatouiller un peu tout ça. Et pour ça, faut bien connaître l'écosystème, il faut connaître les bons acteurs, monter les bons partenariats. Et finalement, c'est un job à temps plein. Tu vois, on pourrait se dire, on fait un peu de Trizy, à côté, on monte une autre solution, pareil, une plateforme pour résoudre le problème de je sais pas quoi, et puis un autre truc. Mais au final, c'est déjà, tout faire et même mal faire, tu vois. Trizy, c'est déjà ultra complexe, je pense. Ouais, clairement. Aujourd'hui, je veux me consacrer clairement sur ça. Maintenant, on commence à comprendre vraiment cet écosystème, à avoir une vraie stratégie qu'on est en train de mettre en place et de déployer. Donc, on va aller au bout de ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup à faire, tu vois. Complètement, oui. Et peut-être qu'il y aura des opportunités qui feront qu'effectivement, on arrivera sur des choses un peu parallèles, parce que finalement, ça nous fait glisser sur plein d'autres sujets aussi, tu vois. J'imagine. Donc, parce que après, je voulais savoir, le chatbot Trizy, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, mais du coup derrière, il y a beaucoup de mise en place, de recherche, de compréhension de l'écosystème. Et du coup, quelles actions Trizy derrière ce rocher, la pointe de l'iceberg, quelles actions vous menez du coup pour améliorer la gestion des déchets concrètement ? Ouais, mais c'est exactement ça. Tu comprends le produit, tu dis c'est juste un chatbot, et quand tu vois tout ce qu'il y a derrière, tu dis c'est un peu plus que ça. Et notamment, tu vois, nous, un sujet qu'on veut vraiment adresser, qu'on adresse déjà en ce moment, c'est toute la partie économie circulaire et réemploi. En fait, on est convaincu que la réduction des déchets, elle va passer par ça, parce que voilà, aujourd'hui, en fait, mettre le bon déchet dans la bonne poubelle, c'est bien, c'est cool, mais clairement, ce ne sera pas suffisant. C'est pas en mettant tous ces déchets dans la bonne poubelle qu'on va résoudre la problématique des déchets qu'on rencontre, mais clairement, il faut qu'on réduise nos déchets. Et réduire nos déchets, ça veut dire consommer différemment, changer nos habitudes d'achat, et aussi de la fin de la vie de nos produits. Et pour ça, c'est l'économie circulaire qui va nous aider. Et l'économie circulaire, c'est quoi ? C'est tout, c'est Le Bon Coin, c'est Vinted, c'est plein d'initiatives locales à côté de chez toi. Sur Angoulême, une start-up qui récupère des planches de skate, qui les transforme en lunettes de soleil en bois. Et ça, tu as des choses comme ça partout. Et donc nous, on travaille au quotidien, tu vois, avec ces porteurs de projets qui sont présents dans les collectivités avec lesquelles on travaille. On les identifie, tous ces projets, tu vois, toutes ces initiatives positives. Et on les met en avant, on les valorise. Vous les intégrez dans le chatbot, exactement, ce qui permet de, si moi je dis qu'est-ce que je fais de ça, et du coup vous reliez avec un projet qui est local et qui peut exactement, tu vois, okay, toutes les ressourceries, tous les projets, que ce soit de l'initiative citoyenne, un mec qui va réparer des ordis dans son garage pour les donner à la maison de retraite, jusqu'au Bon Coin qui est une licorne, tu vois, t'as un éventail énorme de projets, de structures à tous les niveaux, de toute échelle, et ça c'est dans toutes les collectivités. On travaille avec des toutes petites agglos, avec des toutes petites communes, et partout, peu importe, tu vois, il y a ce genre de projet. Et donc nous on est convaincus, tu vois, que c'est en valorisant ces projets-là, en les mettant en avant, en les faisant connaître, qu'on va pouvoir en partie, tu vois, résoudre les problématiques qu'on rencontre autour des déchets. Donc tout ça, ça nous prend pas mal d'énergie, pas mal de temps. On est en train de monter une plateforme vraiment pour faciliter l'échange entre les porteurs de projets et les collectivités, pour faciliter les collaborations, la découverte de ces solutions. Et que les citoyens ça s'intègre dans les habitudes finalement. C'est exactement ça, tu vois. C'est super intéressant. Ok. Et du coup, vous êtes aussi une plateforme qui regroupe tous ces projets finalement, et ça peut être utile pour n'importe qui en fait. Je sais pas si vous avez d'autres partenariats ou des personnes pour qui ce serait vraiment utile d'avoir ce lien avec tous ces petits projets locaux à chaque fois, mais c'est super intéressant, et c'est vrai que quand on arrive sur le chatbot,
ben, on a juste un robot qui nous parle, mais en fait derrière il y a tellement de recherche, développement et d'essayer aussi de faire bouger localement, j'imagine, les choses, parce qu'il y a des acteurs qui veulent bloquer ou qui sont pas d'accord ou qui ça leur plaît pas. Exactement. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'on essaye avec les collectivités qui sont vraiment engagées de montrer ce qu'on peut faire pour essayer de tirer tout le monde vers le haut, d'emmener les autres, tu vois, dans la bonne direction et de travailler avec tous les acteurs pour justement mettre personne de côté. Et justement, le fait qu'on arrive, qu'on soit une start-up jeune, inconnue au bataillon, tu vois, ça nous permet aussi, ça nous ouvre des portes parce que on va pas forcément se méfier, parce que voilà, on fait ça pour les bonnes raisons, tu vois, on n'a pas de mauvaises intentions derrière. Donc ça aussi, ça nous permet voilà, de pouvoir dérouler des choses que voilà, si d'autres acteurs voulaient faire la même chose, ça serait pas forcément si simple parce qu'on s'imaginerait qu'ils ont des choses tordues derrière la tête. Okay. Mais ouais, il y a tout à faire. Il y a une facette un peu de neutre et de... ouais, ce côté-là, tu vois. Et on veut faire bien, quoi. On est là pour ça. C'est ça, et on montre, tu vois, au fil des projets qu'on fait, de notre investissement, de nos engagements, tu vois, on montre ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire, là où on veut aller. On a encore un millier de projets dans les cartons, tu vois. Là, aujourd'hui, on a un problème de ressources, tu vois. On voudrait faire plus, mais il faut prioriser. Et du coup, voilà, on a encore beaucoup d'idées pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait déjà aujourd'hui. C'est ça, parce que l'idée, c'est d'arriver à maximiser votre impact à travers complètement. L'idée, c'est d'avoir un impact toujours plus important. Ouais. Et l'impact, justement, ça, c'est un vrai sujet. Tu vois, notre impact et la mesure de notre impact, qui est vraiment pas évident, c'est un vrai sujet. J'allais y venir. Voilà, là, on peut anticiper, mais c'est vrai que c'est un sujet assez complexe. Et aujourd'hui, notre impact, c'est pas que, tu vois, genre l'amélioration des consignes de tri. Oui, c'est peut-être le premier truc auquel tu penses, mais on va aller plus loin que ça, et nous on a 3 impacts ou 3 missions, tu vois, qu'on s'est donné. C'est clairement, oui, la réduction des déchets sur le territoire, soit amélioration... Sur la consommation, du coup, ou sur soit ça peut être, tu vois, l'amélioration des consignes de tri, mais aussi effectivement sur la consommation, sur les changements de comportement, donc vraiment le côté réduction des déchets, tu vois. Je consomme en vrac, je fais ma propre lessive, tu vois, des choses assez simples finalement, mais qui ont un vrai impact. Donc il y a tout ce volet-là et qui n'est pas forcément très évident à mesurer. Après, on a aussi la volonté de valoriser toutes les initiatives locales du réemploi, donc on en parlait, tu vois, à l'instant, et ça, tous les jours, on est en contact avec des porteurs de projets, et ces porteurs de projets, ils sont habités par ce qu'ils font, et ce qu'ils font, c'est génial, tu vois. Je pensais à un projet, là, notamment, avec qui j'ai échangé avec la porteuse de projet il n'y a pas longtemps, qui est sur Bordeaux, qui récupère des coquilles d'huîtres, et aujourd'hui, elle en fait, elle les redonne à des agriculteurs. C'est un peu de l'engrais bio, tu vois. C'est concassé, etc. Et ça fait de l'engrais bio. Donc ça, c'est des choses qui, entre guillemets, existent déjà un peu, mais c'est déjà cool de faire ça. Mais elle, c'est pas ça son objectif à terme. Elle est en train de bosser avec un labo de recherche pour faire des briques potentiellement d'aménagement, d'éco, etc. En compactant, tu vois, les coquilles d'huîtres. Et je trouve ça super canon, tu vois, comme projet. Et il y en a à foison, ce genre de projet. C'est comme une start-up qui récupère et qui dépollue des mégots de cigarettes et qui les met dans des doudounes, tu vois, pour isoler des doudounes. Enfin, il y en a, voilà, la pelle. Et ces genres de projets, alors c'est pas le cas de tous, mais il y en a beaucoup. Le problème qu'ils rencontrent, c'est clairement, ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais ils savent pas se vendre, ils savent pas forcément très bien communiquer. Ils connaissent pas bien l'écosystème. Exactement, ils connaissent pas l'écosystème. C'est très compliqué. C'est clair, ils ont pas forcément de site ou un site qui valorise pas du tout leur savoir-faire, leur énergie et tout. Non, mais c'est ça, c'est pas du tout sexy. Et c'est ce qui leur manque, tu vois. Et nous, pour le coup, c'est des choses qu'on sait faire et on peut clairement les aider sur ça et on a envie de les aider, tu vois. Et quand on voit tout ça, vraiment, on a envie de se battre pour eux et de les mettre en avant. Et donc voilà, ça, c'est vraiment aussi une de nos missions, de valoriser, tu vois, toutes ces initiatives de l'économie circulaire. Et la troisième, c'est aussi préserver le lien social dans les territoires. Bon, même si en ce moment, le lien social, c'est compliqué, hein. Mais avec le masque, ça passe. Non, mais l'idée, c'est aussi, tu vois, en mettant en avant toutes ces initiatives du réemploi, tu reconnectes un peu les gens sur un territoire plutôt que d'aller à la déchetterie et discuter avec ta benne à la déchetterie. Si tu as déposé ta planche de skate, tu vois, dans la start-up qui est à côté de chez toi, qui va être transformée en lunettes de soleil en bois, tu vas rencontrer le porteur de projet, tu vas échanger avec
avec lui, tu vas en parler à un pote qui va pouvoir aussi venir, etc. Et finalement, tu as recréé du lien, tu vois, sur le territoire. Donc voilà, tu vois, c'est ces 3 impacts qu'on vise, au-delà de, le taux de tri est passé de temps à temps, génial. Alors oui, mais clairement, c'est pas que ça qu'on regarde et qui nous anime, on va bien au-delà de ça, quoi. Et du coup, vous le mesurez à travers les réponses ou les personnes qui vous demandent, qui vous posent des questions à travers le chat. Mais après, comment vous arrivez parce que les collectivités ont besoin, enfin je sais, j'en ai déjà côtoyé, mais elles ont besoin vraiment d'arriver à mesurer l'impact que tu as concrètement avec ton projet. Clairement. Et je pense que c'est super compliqué parce que du coup, tu es là avec juste des réponses sur Internet, des recherches des personnes, mais c'est très dur à valoriser et à prouver concrètement que la personne a vraiment fait ce qu'elle a dit, quoi. Exactement, mais ça, c'est exactement ça, c'est la problématique qu'on rencontre. Là, on n'a pas la réponse, tu vois, sur ça parce que effectivement, ça reste du déclaratif, tu vois. Tu as dit, je veux jeter... je sais pas quoi, et Trizy va te donner la réponse. On peut pas vérifier. Donc vous, ça vous fait une réponse. Ça nous fait une réponse, exactement. On se dit que ce déchet, potentiellement, on l'a évité, ou au moins il a été bien jeté. Maintenant, on ne peut pas en avoir la certitude. Donc ça c'est compliqué d'assurer, tu vois, ce chiffre-là et dire, voilà, on a eu tel impact sur la réduction des déchets. Aujourd'hui, on est trop jeune, on n'a pas assez de recul, tu vois, pour pouvoir non plus se fier aux chiffres, tu vois, des centres de tri ou de réduction des déchets, parce qu'il peut y avoir d'autres actions qui ont été mises en place en parallèle ou plein d'autres choses qui font que c'est compliqué de se dire, ok, Trizy a permis de, c'est super compliqué. Donc ces chiffres-là, ça c'est des sujets sur lesquels on travaille pour essayer de pouvoir vraiment, tu vois, prouver notre impact. Et c'est pour ça aussi qu'on ne veut pas se limiter à cet impact de juste le nombre de déchets bien triés ou évités et aller au-delà de ça. Et pour le coup, tu vois, une ressourcerie qui va voir le nombre de visiteurs, tu vois, ou de personnes qui viennent augmenter. Là, ça se voit beaucoup mieux, ça peut se mesurer aussi vraiment au niveau des porteurs de projets. Le nombre de projets, même sur le territoire, qu'on a cartographié, qu'on a mis en avant sur Trizy, ça c'est des choses super concrètes, tu vois. Et on se rend compte avec les collectivités, il y en a plein qui connaissent parfois pas des projets qui sont sur leur territoire, que nous on découvre et qu'on leur met en avant et du coup qu'ils ajoutent dans leur Trizy. Exactement, et qui savaient même pas qu'ils étaient présents sur le territoire, tu vois. Donc c'est aussi, tu vois, un peu une forme d'impact positif parce que elle a découvert ce projet, on l'a mis en avant sur Trizy, potentiellement ça va pouvoir le pérenniser, ça va l'aider aussi, ça va être un coup de pouce pour ce projet-là, etc., tu vois. Donc c'est aussi tout ça qu'on veut regarder, ça c'est des choses qui se mettent en place. Je vois. Donc voilà. C'est super. Écoute, on arrive aux questions de fin. Ouais. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a des personnes ou des livres qui t'ont inspiré? Donc tu parlais de ton mentor. Frédéric Bardot, clairement, grosse inspiration, c'est clair. C'est vraiment une personne qui t'a guidé, qui t'a vraiment inspiré dans ce que tu faisais et qui t'a montré ou aidé à vraiment passer à l'action et te dire c'est possible et je suis dedans, quoi. Ah ouais, mais complètement. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire, c'est juste impressionnant. Même aujourd'hui, j'échange encore, tu vois, régulièrement avec lui quand je me pose des questions un peu stratégiques, tu vois, sur les directions à prendre, etc. Il est de super bons conseils. Il te rebooste quand, tu vois, parfois j'avais des coups de mou et on se faisait un déjeuner, on échangeait et tu repars, mais t'es surmotivé, t'es surboosté pour aller manger le monde, quoi. Et quand tu vois ce qu'il est capable de faire, tu te dis, mais tout est possible. Ah ouais, tout est possible. Donc clairement, c'est juste un mec ultra inspirant et du coup, il en faut plus des Fred. Il faut plus de Fred. Ok, exactement. Ça marche. Et ensuite, du coup, je voulais savoir comment on peut rediriger les personnes pour te contacter ou trouver Trizy ou MrBot s'ils sont intéressés. Ouais, et rendez-vous sur le site trizy.io et il y a un petit formulaire de contact. N'hésitez pas à le remplir et pour qu'on discute, si vous voulez une démo, des questions, échanger. C'est toi qui reçois directement. Ça nous reflèche des mails, donc j'aurai le mail, donc n'hésitez pas à nous contacter comme ça, avec plaisir pour échanger, pour prendre toutes les bonnes idées, donc tout, les porteurs de projets, par exemple, c'est à travers... Complètement, ouais. Les porteurs de projets, on va structurer là, un point d'entrée pour eux, avec une candidature précise pour intégrer la plateforme.
Ça, c'est en train de se caler. Peut-être que quand le podcast sera mis en ligne, ça sera déjà mis en place. Mais en tout cas, rendez-vous sur le site. On a déjà une page de toute façon pour les porteurs de projets. Il y a déjà des infos, etc. Et ensuite, un petit message sur le formulaire de contact et on vous enverra de toute façon les infos pour intégrer la plateforme ou voilà pour voir comment on peut faire des choses ensemble. Et n'hésitez pas. Nickel. Merci beaucoup Romain pour ton temps. C'était super agréable. Merci à toi Marc. Et je te dis à bientôt. À très vite. Bye. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, je produis une newsletter personnelle et hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque lundi à 9h, je partage mes réflexions, mes apprentissages et mes activités à travers des emails faits maison. Donc si ça vous intéresse, vous avez 2 possibilités pour vous inscrire. La première, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn en recherchant Marc Alby et vous avez un lien dans ma bio. Ou sinon, directement en description de l'épisode, un lien s'y trouve. Ensuite, si vous avez apprécié le podcast en lui-même, je vous invite à ajouter un commentaire et une note sur Apple Podcasts ou iTunes. Cela aide tous les podcasts à être visibles. Je n'échappe donc pas à la règle. Et enfin, vous pouvez vous abonner à Échappée Verte sur votre plateforme favorite, comme Deezer, Spotify et même YouTube. Mais bon, pour être honnête, la meilleure façon de me soutenir, et celle que je préfère, c'est que vous parliez de mon contenu avec votre entourage. Sur ce, je vous dis à lundi prochain dans vos emails ou dans 2 semaines dans vos oreilles. Bonne journée et à bientôt.